Je m'appelle Jean-Philippe, je suis en reconversion professionnelle dans la restauration du patrimoine. En fait, j'ai toujours voulu être maçon et finalement, je suis arrivé à 46 ans, je ne l'avais jamais fait. C'est un peu une finalité, quoi. Il est des choses que l'on pense immuables, mais qui ne le sont pas. Comme la façon dont on construit les chemins, les murs ou les maisons. À partir du début du XXe siècle, l'industrialisation gagne le bâtiment et à la place du plâtre, de la chaux ou de la pierre, les maçons se mettent à utiliser le béton et le ciment qu'on leur promet moins cher et plus facile à mettre en œuvre. Au fil du temps, les savoir-faire traditionnels du bâti se perdent. Alors la place de la technique de pierre sèche sur le territoire du Verdon est très importante, comme elle l'est d'ailleurs en Provence et je pourrais dire sur le pourtour méditerranéen où on trouve de grandes similitudes. Essentiellement ici, c'est pour la construction des restants, des bancals comme on les appelle ici en Provence, on dirait le mot terrasse donc en français, pour retenir donc de la terre qui sera cultivable et à moindre mesure quelques cabanes et on trouve aussi pas mal de calades pour les aires de battage, les rues, etc. Alors, la grande partie du matériau était prise sur place. Pourquoi ? Parce qu'avant même de construire un mur ou une calade, les gens avaient besoin de faire ce qu'on appelle un épierrage de surface, c'est-à-dire qu'ils ramassaient, ça se fait encore aujourd'hui, quand les agriculteurs ils labourent, il y a des pierres qui viennent comme ça à la surface, ils prennent les pierres et ils en font des tas sur les côtés pour en faire des clapiers, des clapasses on dit en provençal. Ces techniques, l'apogée c'est le monde de paysans en milieu rural, j'entends, à la fin du 19e, disons avant la guerre de 14. Avec cet emmarchement, on peut parler de raidisseur. C'est ce qui va permettre à toute la calade c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur, d'être soutenue par des pierres un peu plus grosses et un peu plus enfoncées profondément que les autres pierres. Vraiment, le squelette de la calade se dessine avec les raidisseurs. Et ce sont eux, quand on les place, qui te donnent la hauteur désirée de remplissage. L'idée, ça va être de venir coller les pierres aux voisines. Il faut que j'ai poussé le sable un peu et que j'enfonce cette pierre dans quelque chose. Si j'ai trop de vide, elle va avoir tendance à vouloir basculer. C'est une massette tout à fait commune, ou également le têtu qui est un peu la même idée. C'est sur la taille, des outils de taille de pierre. Et l'idée, je sais pas de tailler une pierre pour en faire un parpaing, c'est vraiment enlever des petites accroches, voilà, c'est ce style-là, qui nous permet d'avoir un peu plus de contact. Ensuite, sur les pierres, en fait. L'idée étant de les planter dans leur profondeur. C'est pas du dallage, on fait de la calade. Donc c'est cette idée de planter. Donc je vais choisir la face la plus profonde et ensuite préparer cette face qui n'est pas droite pour en faire quelque chose de plus ou moins plat. Jean-Philippe, on peut faire la calade ou à la terre. Pour des grandes surfaces, je vais te conseiller de travailler avec du sable. Pour des petites surfaces, avec la terre naturelle, ce sera suffisant. Si tu utilises du sable, tu vas légèrement rajouter un peu de chaux dedans. On travaille à sec, tu ne vas pas mouiller ton sable, il est sec. Tu vas rajouter quelques pourcents de chaux dedans pour qu'il y ait un peu plus d'accroche dans le temps. Donc l'idée, c'est deux pierres à côté, créer un joint. Et ce joint, il ne faut pas le prolonger. Il faut arriver à couper. Donc même si cette pierre-là va très bien ici, ma priorité, ça va être de couper ce joint. Crac. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Avec un maillet caoutchouc et surtout pas de métal, parce que le métal casserait la pierre. Le caoutchouc absorbe la violence, on va dire, du choc. Et l'idée, voilà, ça va être de venir l'enfoncer tout en gardant ses contacts. Si je pousse vers ici, la pierre, elle ne bouge pas. Si je pousse évidemment de l'autre côté, elle bouge, puisqu'il n'y a pas encore les copines. Donc là, l'idée, ça va être d'enfoncer à la hauteur désirée. Les pierres entre elles doivent être en contact et un maximum de contact. Mai
comprendrez plus rien vain, et sorride murava, et sorride murava. Les faces, on a toujours coupé un petit bout par-ci, par-là, et on se retrouve avec ces éclats de taille, ben on va s'en servir pour encore multiplier les contacts. C'est-à-dire que là où il y a des gros trous, on va glisser ces pierres dedans. On remplit de terre ou de sable. Là, tu viens jusqu'au bord. Ah oui. Dans un deuxième temps, on va prendre le madrier et on va vérifier nos alignements. Hop. Si les calades sont aujourd'hui de plus en plus restaurées, nombreuses sont celles encore ensevelies sous la verdure. Les murs de pierre sèche, les fameuses restanques, plus hautes que les calades, sont-elles le plus souvent encore visibles. Ton mur, il va y avoir différentes étapes. Tu vas commencer par les fondations. Ce sont les pierres qui seront en contact avec la terre. Et ensuite, tu vas avoir ton parement. Ce sont les pierres qui vont faire le remplissage du mur. Et ton couronnement qui va être l'étape finale. Il faut imaginer que ton mur, il a besoin d'un cadre pour être tenu. Ton cadre, ça va être tes fondations, ton couronnement supérieur et tes angles ou quelque chose qui fait qu'on s'arrête à droite et à gauche. Et à l'intérieur, c'est du remplissage avec des pierres de plus petite taille. Ce qui est important, Jean-Philippe, c'est que quand tu vas commencer ton chantier, il faut que tu aies ton stock de pierres nécessaire à la réalisation du chantier, tout de suite. Ainsi, tu vas pouvoir trier tes pierres de fondation, tes pierres de parement, tes pierres de drain et tes pierres de couronnement. Et tu vas pouvoir anticiper ton mur. À la fin de ton mur, ce qui va rester, ce sont simplement ces faces de parement. Mais c'est une construction à l'intérieur. Toujours la partie la plus longue dans la profondeur du mur. Si tu posais simplement ton parement et la terre derrière, la pression exercée se ferait trop rapidement. La terre arriverait tout de suite à boucher un petit peu tous les joints libres et exercerait une pression un peu trop forte sur le mur, trop vite. Alors le drain, il a fonction de garder la terre derrière. Le drain, c'est une construction importante dans la structure du mur, aussi importante que le parement. C'est quelque chose qui est construit. On ne va pas jeter des seaux derrière pour faire du remplissage. On va bâtir et on va aussi multiplier les contacts dans le drain autant que dans le parement. La pierre sèche, c'est une construction sans mortier. Tu es obligé d'avoir un maximum de contact entre les pierres. Il n'y a pas la maçonnerie pour coller les pierres. Du coup, c'est ton contact qui va faire la solidité. Imagine dans le mur cette pierre, elle va avoir des voisines, à gauche et à droite. Oui. Les petites bosses qu'il y a sur le côté, Oui. les petites oreilles qu'il y a sur le côté, elles vont faire contact ici et elles vont laisser la possibilité aux voisines de pouvoir jouer un petit peu. Il va falloir enlever ces oreilles sur le côté. Une. On va placer la pierre dans le mur. Oui. Donc comme je te disais tout à l'heure, toujours vers la profondeur. Quand tu vas chercher à poser ta pierre, il va falloir toujours couper le joint entre les deux pierres. C'est une pierre sur deux pierres ou deux pierres sur une pierre. Deux contacts, ma pierre bouge. Il me faut au minimum un troisième contact quelque part derrière. Ou il est naturellement, ou c'est à moi de le créer. Et c'est là que je vais me servir de ce qu'on va appeler les cales, les éclats de taille. Une des règles de base d'un mur en pierre sèche, la profondeur, parement et drain compris, ça va être 1/3 de la hauteur du mur. Donc imagine un mur qui fait 3 mètres de haut. La profondeur de ton mur, ça va être 1 mètre. On va construire le mur à plat, c'est-à-dire que tu vas positionner ta pierre de fondation ou ta pierre de parement. Et il va falloir remplir, avant de poser les pierres suivantes, il va falloir tout mettre à plat derrière. On monte tout en même temps à plat. En fait, la seule pression que va subir ton mur va venir de la terre qu'il supporte derrière. Pour compenser la pression que la terre va exercer dessus, on va légèrement incliner ton mur, on appelle ça le fruit. Depuis une trentaine d'années, il y a une remise en lumière de ce patrimoine en pierre sèche, avec la recréation du métier. On a remis la pierre sèche au cœur des enjeux du territoire du parc. La pierre sèche a plusieurs utilités dans un monde moderne, ne serait-ce qu'écologique. Pas besoin de matériel, il n'y a pas de transport de matière, donc écologiquement c'est quand même assez bon. C'est une niche écologique incroyable, un mur en pierre sèche, du fait que ces joints soient creux. Beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de reptiles vivent dans ces murs en pierre sèche.
C'est un drain, c'est-à-dire que quand il va y avoir un excès d'eau sur la terrasse, sur la partie plate, eh bien cette eau, elle va pouvoir s'échapper. Et la fonction de la calade, c'est la même chose. Dans les années 50, 60, il y a eu beaucoup de béton. Il y a eu le goudron aussi. Donc tout ça a recouvert un petit peu donc, les calades, béton et goudron. Et le béton et le ciment surtout a remplacé un petit peu la pierre sèche à certains endroits. En tout cas, il y a des études à faire pour savoir comment on peut faire respirer les sols et peut-être à certains endroits, et ça se fait d'ailleurs, remettre de la calade pour que les sols respirent. Et ce matériau est important, ce qu'on a appelé le petit patrimoine dans les années 60. Aujourd'hui, il est devenu aussi important que le grand patrimoine, les églises, les châteaux, etc. Et donc, il y a de nouveau des restaurations qui sont faites. Les savoir-faire évoluent et disparaissent en fonction de nos habitudes et des progrès. Plus de maréchal ferrant aujourd'hui, mais plus de calèches à ferrer non plus. Plus d'allumeurs de lampadaires ni de cireurs de rue. Dans le cas des savoir-faire traditionnels du bâti, les maisons et les villages existent, eux, toujours. Les questions que pose notre incapacité actuelle à les rénover et les entretenir correctement dépassent le simple cadre de la disparition des savoir-faire traditionnels du bâti. Elles interrogent l'ensemble de nos connaissances sur notre territoire et leur transmission, et questionnent nos relations à l'habitat, au village, au paysage, au territoire et à la collectivité. Le paysan qui faisait sa maison, il n'avait pas un rond, il était hyper pauvre, quoi. Et il faisait une maison qui s'intégrait au paysage, c'était parce que ça lui coûtait moins cher, et il savait que sa maison, si elle était encastrée dans le terrain, elle serait plus facile à habiter les jours de Mistral. Et on bâtissait avec le territoire. Là, aujourd'hui, on bâtit contre le territoire. C'est des constructeurs, ils viennent avec des projets de maisons à terrain plat, et pendant 15 jours, il y a des terrassements avec des marteaux-piqueurs, des pelles mécaniques, qui massacrent le site au plan symbolique, quoi, qui tuent les murs de restanques, qui creusent, qui dérochent, etc. C'est pas que la perte des savoir-faire, c'est l'appauvrissement du concept lui-même. Mais ça renvoie surtout à la question de savoir si on bâtit pour soi-même ou si on bâtit avec les autres. La maison, elle appartient aussi à ceux qui la regardent. Et la maison, elle appartient à un paysage. Les architectes, souvent, limitent le dessin au format de la maison. Et je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant de prendre une immense feuille et de dessiner tout le paysage et de poser la maison au milieu. Et de dire que l'harmonie, elle n'est pas individuelle, mais elle est globale. Quand on fait une maison, on pense sur une génération. En réalité, l'architecture dure, mais il se déglingue. Et quand on utilise de la pierre, la déglingue est belle. Parce qu'on a prélevé de la pierre dans un site, mais le jour où la pierre devient ruine, il y a un retour progressif au milieu naturel et qui marque bien que pour un temps, on a emprunté à l'éperon rocheux ces matériaux et puis après, ça retourne tranquillement à la nature. Louvain buffave mai lutel, louvain buffave mai lutel, el peleu se scullava, el peleu se scullava, e gian dei pelo mai angel, e gian dei pelo. On se rend vite compte que le paysage est composé du bâti rural et que ce bâti rural, si on veut le sauvegarder, il faut connaître les techniques avec lesquelles ces bâtiments ont été construits. Donc l'importance pour un parc de transmettre ces savoir-faire, c'est de faire un lien entre un paysage, un bâti rural et une technique adaptée à la restauration de ce bâti rural. C'est la mission d'un parc d'essayer de conserver ce code commun pour maintenir un attrait villageois, aussi bien dans les caractéristiques du bâti que dans la conservation des silhouettes villageoises.